les vertus de ma mère, c'est de m'avoir dit, à un moment, de m'avoir dit la vérité. Par exemple, le jour où elle m'a dit, toi et ton frère, je vous voulais pas, si j'avais pu, je vous aurais supprimé, eh ben, ça m'a libéré. Ça m'a pas fait du mal du La tout. violence. Mais non, ça m'a fait ça m'a fait du bien. Parce qu'on a besoin de connaître son histoire. Bienvenue, voici une nouvelle rencontre avec un ami parce que j'aime beaucoup son expertise, j'aime beaucoup son parcours de vie aussi, vous allez voir qu'il est assez tumultueux, mais il en a su tirer les enseignements et aujourd'hui, eh bien, il enseigne de son côté aussi et vous allez voir quand on aborde une thématique qui vous passionne comme le transgénérationnel, eh bien, on a sans doute celui qu'il nous faut aujourd'hui. Bruno Clavier est installé sur les canapés. Salut Bruno. Bonjour. Merci d'être là. Bah oui, très content. Et on a déjà fait des émissions ensemble. Oui, on en a fait quelques-unes. Des petites tournées même. Ouais, même des conférences. Et alors, moi, je suis très content que vous rencontriez Bruno là. Certains, évidemment, d'entre vous le connaissent sur cette thématique du transgénérationnel. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on va faire connaissance avec toi. Mais je suis très content de te recevoir parce que tu as une expertise et surtout dans ton expertise, une pédagogie. Ben, j'essaye. Ouais, parce que c'est un sujet délicat, le transgénérationnel. Oh, bah, il y a plein de sujets délicats, mais celui-là, ouais, il est délicat, mais il est comment dire, il est beaucoup dans le public, quoi. Enfin, je veux dire, les gens, finalement, ça les touche beaucoup, cette histoire de transgénérationnel. Ouais. Et alors, certains disent aussi, et j'ai entendu ça, on a souvent tendance à se cacher derrière le transgénérationnel pour éviter les problèmes et assumer certaines situations ou comportements de notre vie. Ouais, il faut pas se cacher derrière, mais on peut se cacher derrière plein de choses. Mais malgré tout, ça veut dire qu'on s'inscrit dans une histoire qui nous appartient et une histoire qui ne nous appartient pas. C'est ça que ça veut dire. Et que on est porteur de toute notre famille. Puis ça a été un peu oublié, voilà, au niveau de la psychologie. Ça a été un peu négligé, quoi, pendant un siècle. Et puis le transgénérationnel est revenu à partir des années 75, mais tout doucement. Et puis je vois maintenant, c'est pas tellement dans les facultés et tout, ça reste toujours marginal. Mais dans la population, je vois que les gens, ça les touche tout le temps. Parce que c'est les histoires de leur famille, quoi. Ils savent très bien qu'ils sont porteurs de leurs histoires de leur famille. C'est pas, en fait, c'est pas un scoop, quoi. Alors, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es psychanalyste, psychologue clinicien, spécialiste donc de la psychanalyse transgénérationnelle, et tu sors un petit dernier qui est ici et qui s'appelle Devenir un bon ancêtre. Je trouve que le titre est intéressant. Je vais être honnête, hein, je l'ai emprunté aux Indiens du Québec, hein, parce que je vais souvent les voir, et puis quand ils font des cérémonies, ils disent toujours « je veux être un bon ancêtre ». Et alors ça m'a tapé dans l'oreille. Puis moi, j'ai pas dit être un bon ancêtre, parce que c'est devenir, parce que c'est pas gagné, quoi. On va tenter d'être un bon ancêtre. Tenter d'être un bon ancêtre, parce que tu es devenu grand-père. Voilà, je suis devenu grand-père, et c'est là que je suis devenu grand-père il y a un peu plus de 2 ans, et quand je suis devenu grand-père, ça correspondait à d'autres choses aussi déjà qui étaient déjà présentes avant, la vieillesse quelque part, et un truc bizarre qu'on vit tous, mais enfin qu'on vit tous à un moment. Ouais. Et puis il y avait ça, puis le fait d'être grand-père, puis c'était une petite révolution, et puis pour moi. Et puis j'ai commencé à écrire. Moi j'écris au départ, j'écris parce que je veux écrire, puis après je sais pas ce que j'en fais, puis après ça c'est édité, tant mieux. Mais j'avais besoin d'écrire à ce moment-là parce que c'était très fort, c'est ce truc de devenir grand-père. Et puis j'avais envie de partager le fait, de communiquer aux autres, de leur dire attendez, c'est pas si facile. Hein, on a l'impression que c'est comme ça. C'est comme être parent. Je connaissais déjà le fait d'être parent, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire vous n'avez pas de diplôme de parent, donc un jour vous n'êtes pas parent. Puis un jour, vous êtes parent et on vous a pas donné des cours de parents ni de. C'est vrai. C'est-à-dire, on sait pas on sait pas faire. Et comme on a tendance à répéter, c'est ça le transgénérationnel. Bah on a tendance à répéter ce qu'on nous a fait tout en voulant pas le répéter. Donc on nage. Enfin moi je vois, j'ai écrit dans un livre, je connais que des bons parents pratiquement, vraiment des bons parents. Par contre, qui rament, quoi. On rame tous quand on est parent, on improvise, on n'a pas appris. Alors il y a la même chose au niveau grands-parents. C'est un truc, c'est énorme. Ça nous arrive dessus. Et puis, on n'a pas prévu, forcément, on n'a pas appris qu'est-ce que c'est à ce moment-là. Et puis, moi, je vois des gens, ça a l'air tellement naturel pour eux, pour eux. Moi, ça l'était pas. Bon, peut-être donc une anxiété? Ouais. Une anxiété, de la joie, évidemment. Bien sûr. Et en même temps, donc, j'ai beaucoup parlé dans ce livre-là de l'angoisse de mort. C'est donc, je le dis, il y a de l'angoisse qui arrive, quoi. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Ah, c'est donc clair. Ça veut dire qu'une ancienne génération
est amenée à disparaître. Elle va partir. Eh oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est à mets, ce moment-là. D'un seul coup, tu me mets une pression. Bah là, oui, je mais me dis, ah il y a tout d'un coup, il y a un rendez-vous. Alors, il y a déjà un rendez-vous qui a eu lieu avant, donc je raconte dans le livre à partir de la soixantaine. Voilà, le jour où quelqu'un vous laisse une place dans le métro, vous êtes presque en colère. Vous dites non, pourquoi j'aurais une place? Mais si, monsieur, prenez la place. Ça. Bon, ça arrive pas souvent, malheureusement. Vous êtes un finalement, monsieur, installez-vous. Voilà, il y a plein de signes, il y a plein de choses, et il y a des choses de l'ordre de l'acceptation qui est pas évidente. Ouais. Alors, il y a des gens plus sages que moi. Hein, il y a des gens mieux que moi. Et puis, quand je parle de l'angoisse de mort, j'ai fait une conférence dernièrement, puis il y a quelqu'un qui dans la salle qui m'a dit, mais monsieur, je comprends pas pourquoi vous avez de l'angoisse de mort, c'est pas normal. C'est-à-dire, j'ai dit, bah, désolé, je le dis au moins que j'en ai une angoisse de mort. Et puis, il a l'air de dire qu'il en avait pas. Alors, je sais pas, peut-être qu'il n'était pas en contact avec son angoisse de mort. Mais voilà. Bah oui, c'est comme ça, je préfère le dire. C'est qu'à un moment donné, il y a rien de simple là-dedans. Ouais. Pour moi. Et peut-être pour d'autres aussi, je sais pas. Hein, j'envie ceux qui sont grands-parents sans un état d'âme absolu. Est-ce que tu crois véritablement qu'ils le disent en conscience, ça? Je pense, parce que c'est un peu ce que j'ai mis dans le livre. C'est-à-dire que ça va dépendre, la vieillesse, la mort, dépendent de la vie qu'on a eue aussi. Et tu associes systématiquement vieillesse à mort? Oui, parce que c'est un chemin qu'on voit venir. C'est-à-dire, avec la vieillesse arrive malheureusement souvent la maladie, et puis la mort. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ça sonne, c'est ce que j'ai dit dans le livre, j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai passé ma vie en étant immortel. Enfin, je veux dire, je crois jusqu'à 60, j'étais immortel. Hein. C'est-à-dire, ça n'existait pas. Puis il y a un truc, et puis voilà, on a commencé, 60, il y a plein de choses qui se passent. Vous recevez, les médecins vous disent, non, ça rigole plus maintenant, il faut faire des examens. Faut des examens tout le temps. C'est vrai. Et puis, je parle de la fameuse carte senior. Alors, elle est super parce que c'est hyper avantageux. Mais j'en ai pas voulu pendant 3 ans parce que là, le mot senior, je me dis, mais merde, je suis pas, mais si, c'est comme ça. Donc, en fait, ta période charnière, toi, c'est 60 ans. Ouais, ça a été, puis il y a le Covid, ça correspondait au Covid aussi et tout ça. Et il y avait plein de choses qui se passaient en même temps. Et puis, on n'a pas le choix, faut accepter. Mais c'est un certain travail. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Bon. Et à ce moment-là, quelque chose se décide du côté du chemin qui va doucement vers la mort, quand même, heureusement, doucement, mais quand même. Et puis à ce moment-là, on tombe littéralement grands-parents, et là, boum, il y a un autre truc qui arrive, quoi. Il y a un autre truc qui arrive, et c'est clair. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a quelque chose à négocier. Ouais. Bon. Et là, moi, c'est ce que j'ai dit dans le livre, on a rendez-vous aussi avec ces traumatismes. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est la thèse que je propose, c'est que la vieillesse et la mort sont dures quand la vie a été dure. C'est pour ça que Françoise Dolto disait « Celui qui vit bien meurt bien ». Mais c'est une belle phrase. Elle disait un truc à peu près comme ça. Et ben, il y a cette idée que quand on va vers cette route, on va être rattrapé par sa vie. Et c'est pour ça que j'ai tendance à conseiller de faire un travail sur soi. Quand tu entends des gens qui disent c'est beau de vieillir, quand tu entends des gens dire, je le crois. Tu les crois sincères? Ouais. Je pense, j'ai tendance à dire que nous les psys, on est dans un monde avec que des gens qui vont pas bien, donc du coup on oublie qu'il y a des gens qui vont bien quand même. Bon, parce que nous toute la journée on est avec des gens qui vont pas bien. Bon. Et on croit qu'on a une photo du monde qui est un peu fausse. Il y a des gens qui vont bien, justement, ils ont eu peu de traumatismes, ils ont eu peu de choses, et donc ils vivent bien, ils vieillissent bien, ils meurent bien. Il y en a, heureusement qu'il y en a. Bon, voilà. Les autres, c'est pour ça que je soutiens que la vieillesse est difficile et la mort est difficile quand on a eu trop de traumatismes et que on n'a pas pu bien les travailler et tout ça. C'est ça qui nous rattrape. C'est ce que je vois, moi, dans cette question de la vieillesse et du fait d'être grands-parents et tout. C'est que tout remonte. On peut pas mettre sous le tapis, c'est ça. Et ce que j'explique, c'est qu'en particulier, on va développer des systèmes de défense qui cèdent avec l'âge. Les systèmes de défense. Alors, ça amène plein de trucs. Soit on s'arc-boute et on devient très tendu. Il y a des vieux très tendus parce qu'ils s'arc-boutent parce que ça tient pas. Donc, il faut en rajouter une couche. Et puis là, ils deviennent très, très tendus. Et puis des fois, ça lâche. Et puis des fois, ça lâche trop, quoi. Enfin, voilà. Et c'est incontournable. C'est-à-dire, l'enfant est toujours là. Par contre, l'enfant est toujours là. C'est-à-dire, pour ça, je m'en fous un peu, moi, de la question du du vieillard ou tout ça. L'enfant est toujours là. Jusqu'à la dernière souffle. Il y a l'enfant qui est là. C'est fou parce que quand tu vois, notamment, et tu parles des EHPAD et tout ça au travers de tes parents, quand on voit ces personnes qui se retrouvent dans ces EHPAD,
on se dit, quand on les regarde comme ça, on se dit, ils ont été Eh oui, des enfants. eh oui. Et c'est ça ce que je crois. Alors c'est compliqué parce que moi je critique pas les EHPAD. Mes deux parents, enfin mon père est décédé donc il y a pas longtemps, mais ma mère y est encore. Ça va, ceux où ils sont étaient corrects, ils sont corrects. C'est quelque chose de la société qui moi m'a choqué dans les EHPAD. C'est quelque chose comme j'ai eu le sentiment que on s'occupait des corps, on s'occupe des maladies, on s'occupe qu'ils aient à manger, qu'ils aient chaud, mais le reste n'a aucune importance. La dimension humaine, tu La parles? dimension. Si, ils essayent d'être humains et tout, mais il y a quelque chose de l'ordre de la solitude, de la tristesse que je voyais quand même qui était généralisé dans ces endroits-là, qui me stupéfiait. Puis je me suis dit, est-ce que c'est normal? On avait l'impression que c'était normal, voilà. Et je suis pas sûr que ça soit absolument normal. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, bah oui, ça a amené à une autre pensée, et la pensée qu'il y avait des tabous dans une société. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur le tabou de l'inceste. J'ai écrit des livres là-dessus. C'est quelque chose qui est important. Mais il y a un deuxième tabou, c'est la mort et la vieillesse et la maladie. Il y a quelque chose là qui est pas bien pensé dans notre société ici. C'est pour ça que dans d'autres sociétés, comme par exemple les Amérindiens, il y a une autre vision de la vieillesse qui, moi, me plaît plus, quoi. Chers amis, je vous rappelle qu'on se retrouve dès le mois de janvier 2025 pour l'IMM, Immersion Méditative Médiumnique. Et au cours de quelques dates exceptionnelles, j'aurai l'occasion de vous emmener dans un état modifié de conscience. Vous serez accompagné par ma voix et je vous guiderai pour atteindre un point bien particulier, au cours duquel vous allez peut-être pouvoir contacter votre guide, recevoir des réponses à des questions de vie importantes, mais également vous mettre en relation avec un proche qui est parti dans l'autre monde. Certaines ou certains d'entre vous pourraient également faire l'expérience de vie antérieure, d'aller visiter d'autres dimensions. Et dans tous les cas, cette expérience immersive est sécurisée dans une salle dédiée où nous ferons, j'en suis sûr, de très belles expériences ensemble. Aussi, je vous retrouve ce mois de janvier. N'hésitez pas à regarder les liens qui vous sont proposés pour me rejoindre, et je vous dis donc à très très bientôt. Bye bye. Alors, ce qui est assez étonnant dans ton parcours, on va y revenir parce que vous allez voir que le parcours de Bruno est assez incroyable et il est ponctué de souffrance. Ouais. On peut le dire très clairement. Tu parlais des Amérindiens, tu vas très régulièrement au Canada et tu fais cette espèce de périple comme ça avec ces immersions. On pourrait imaginer que tu n'es pas terrorisé par la mort. En tout cas, que cette notion de mort, qui visiblement, t'es quand même, enfin, t'as l'air très inquiet de ça. Ah, tout le temps, toute ma vie. Alors que le fait d'être au contact avec les Amérindiens et de faire des immersions, doit quand même te conforter dans l'idée de te dire que l'après est là. Non, mais clairement, heureusement que j'ai ça, d'ailleurs. Heureusement que j'ai ça. Si j'ai des modèles, je vais les chercher plus là, ou beaucoup en Asie, quoi. Enfin, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, moi, les réponses ici me conviennent pas trop. Alors, si j'étais chrétien, c'est peut-être, mais comme vu que j'ai eu des abus et qui sont liés au catholicisme, pour moi, c'est compliqué. Je peux pas aller du côté du catholicisme, en tout cas, et même, enfin voilà, même si je respecte beaucoup ça. Donc il y a quelque chose de l'ordre du spirituel à trouver. Et là, il y a un autre chemin encore qui est en rapport avec la mort, c'est la psy. C'est que la psy s'est voulue tellement matérialiste. C'est incroyable comment la psy elle est matérialiste, et la psychanalyse en particulier, elle est fondamentalement matérialiste. C'est-à-dire toutes les théories sont matérialistes. Dolto s'est fait conspuer parce qu'elle était psychanalyste et en même temps chrétienne. Il disait, mais c'est pas possible. Comment elle peut concilier les deux, Et je connais une autre femme psychanalyste qui est formidable, qui s'appelle Marie Balmary, qui a écrit des très chouettes livres, qui est très chrétienne et qui est psychanalyste aussi. Et moi, j'aime ce côté faut mettre du spirituel. Et puis, à un endroit, on a voulu éliminer ce spirituel. C'est impossible. Et ça, c'est l'enfant. C'est pour ça que j'ai écrit dans un livre, les enfants sont hautement spirituels. Ils sont toujours spirituels. Et on est des êtres spirituels. Dans le fond. Donc, c'est ça aussi de se raccrocher à ça. Et après, la question de la mort, moi, elle m'a hanté toute ma vie. D'abord comme une incompréhension, mais je pense comme beaucoup de gens et beaucoup d'enfants. C'est incompréhensible, ce truc, à un moment donné, quand on réalise la mort, qu'on se dit, mais merde, pourquoi je suis venu alors? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette arnaque? On me fait vivre, puis on me dit, bah oui, mais là, tu vas devoir partir. Bon, il y a déjà un truc révoltant. Bon, et ça fait cogiter tout ça. Après, je nomme l'angoisse de mort.
Donc, c'est ce que j'ai dit justement à la conférence que j'ai faite dernièrement à cet homme-là, quand il m'a dit, mais comment vous pouvez avoir peur de la mort? Et je lui ai dit, écoutez, voilà, moi, c'est comme ça, j'ai de l'angoisse. Maintenant, je la regarde. C'est-à-dire, Je l'affronte. je sais pas si je l'affronte, mais je la regarde. Et quand je la regarde, je peux la nommer au moins. Hein, le plus terrible, c'est de pas la nommer. Le plus terrible, c'est de se dire, je vais bien, tout va bien, et en fait, que l'angoisse de mort est là. Et j'ai beaucoup d'exemples de ça. De gens que j'ai rencontrés qui n'étaient pas en contact avec leur propre angoisse de mort. Mais, moi, ce que je veux, c'est justement ne pas la dénier, et parce qu'elle m'apparaît fondamentale et très commune, justement. Très, très, très commune. Et c'est quelque chose où il y a un tabou. Il y a un tabou là-dessus, comme si on n'en parle pas. Et puis, il y en a qui ont l'air de s'en sortir très bien, puis il y en a qui s'en sortent pas bien du tout, ainsi de suite. Bon, moi, je la nomme et je la regarde. C'est ça, j'ai toujours l'exemple de Haroun Taziev qui disait que quand il était en plein dans l'éruption d'un volcan absolument dangereuse, il filmait. Il disait, moi, c'est mon truc. Je filme et hop, c'est fini. Je filme, je regarde. Bon, et là, c'est pareil. Il y a des moments comme ça où on a une angoisse de mort, on la regarde. Elle est déjà moins forte. Parce qu'on est en train de la regarder. C'est passionnant d'écouter Bruno, je vous assure, on pourrait le faire pendant des heures. Et si vous avez la chance d'avoir une conférence près de chez vous avec son expertise, vraiment ruez-vous dans cet endroit parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Et alors, il y a beaucoup de livres, tu as beaucoup écrit d'ailleurs, tes livres-là sont présents. Je crois qu'il en manque pas un. Il y en avait 7, je crois, au total. S'il en manque un, il en manque un, mais c'est le dernier sur. Ça s'appelle Il ne savait pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles. Mais ça, c'est un livre. C'est pas étonnant qu'il manque là parce que c'est un livre très bizarre, qui a fait peur à tout le monde. Mais tout ce que tu écris fait peur à tout le monde. Oui, mais alors celui-là, il a provoqué un tollé. Non, une panique généralisée qui fait qu'il a été. Tout a été décommandé, la presse a été décommandée, tout. Avec des arguments qui tenaient pas debout. J'avais un grand journal prévu, et puis à la sortie du livre, ils ont décommandé. Alors, on a demandé pourquoi. À cause de l'Ukraine. Vous comprenez, les gens, il y a l'Ukraine, ils sont angoissés, donc c'est un sujet qui fâche. Les gens n'ont pas envie de lire des trucs comme ça et tout. Non, je pense que parce que c'est pas le lieu de l'émission aujourd'hui, mais c'est un grand scandale. Il y a un grand scandale au niveau de la psy. Par rapport aux violences sexuelles. Par rapport aux violences sexuelles. C'est ça, mais c'est pas le but d'aujourd'hui. On se pose toujours la question quand on reçoit quelqu'un ici, on se dit mais quelle légitimité il a à parler de ces sujets-là. C'est pour ça que je dirais pas que j'ai de l'expertise, je fais beaucoup d'hypothèses. Oui, enfin, tu fais beaucoup d'hypothèses, mais enfin, tu as l'expertise parce que tu as vécu. Oui, mais sauf que, je veux dire, je dis j'ai beaucoup d'hypothèses parce que c'est pareil, moi j'observe. Ce que je fais, c'est que j'observe et au niveau de la psy, j'observe et puis j'essaye de... Il faut essayer d'être intelligent. Et je me suis aperçu que, par exemple, dans le monde de la psy, il y avait beaucoup de bêtises. Et même chez les grands universitaires, il y avait une immense bêtise. C'est très étrange. C'est des gens extrêmement intelligents et aveugles et bêtes de l'autre côté. Donc ça veut dire... de quel ordre? Eh ben, je vais pas trop revenir sur le sujet, mais par rapport à Freud, par exemple, moi j'ai fait vraiment des études de psychanalyse dans une fac de psychanalyse. Et il y a des trucs qui tenaient pas debout et des milliers de personnes applaudissaient en disant c'est génial. Puis tout d'un coup, moi je regardais, puis je dis mais ça tient pas debout leur truc. Et c'est très étrange, comme une espèce d'aveuglement de ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout, il faut être intelligent. Ça veut dire tout remettre en question, observer, regarder, critiquer. Donc critiquer ma parole, la tienne, la parole de tout le monde. Voir si ça sonne bien. Est-ce que c'est juste ou pas? Voilà. Sinon, on part dans des trucs incroyables. Donc, l'expertise, je sais pas, mais au moins j'essaye de lancer des pistes, des hypothèses de réflexion. Alors c'est vrai que dans tous tes ouvrages, il y a la sexualité et les abus sexuels reviennent systématiquement parce que c'est ton histoire. Alors, pas que par ça. Pas que par ça, mais tu vas y revenir dans une seconde. Mais dans ce dernier ouvrage, où tu parles, où c'est un livre autobiographique, beaucoup. Tu peux donc imaginer que ta petite fille va le lire. Oui. Donc elle va savoir quel est ton parcours. Oui. Un jour. Et tu veux qu'elle sache. Oui. C'est-à-dire, même ma fille a du mal à lire mes livres, donc sa mère. Bien sûr. Amélie. 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 Et c'est elle qui fait les couvertures en général. C'est elle qui a fait cette couverture. Et là, elle m'a dit, je vais le lire quand même. Bon, elle a eu du mal. C'est trop violent pour elle. Bon. Bien sûr. Et moi, j'ai jamais forcé. J'avais dit, lis-le et tout. C'est comme tu sens. Est-ce que tu as tout dit dans ce livre ou est-ce qu'il y a des choses encore que il y en a encore. Dis, je peux pas dire? Non. Je peux pas tout dire. Non, ça serait trop.
Ok. Ça serait trop. C'est pas Ouais. tellement que je me censure, c'est que ça serait trop. Ok. Ça serait énorme. Même là, j'ai coupé des morceaux et tout pour pas que ce soit trop lourd pour la personne, parce que le but est pas d'étaler tous les traumas et tout ça, quoi. Mais le but est que on parle, que dans les familles on parle, et quand on parle de ce qu'on a vécu, ça veut pas dire que c'est-à-dire il y a une espèce de truc qui dit si vous parlez, ça va tuer la famille. Ça C'est vrai. c'est toujours comme ça. Ne dites rien parce que vous allez pourrir la famille, et la famille est plus importante que l'individu, c'est fou. Le collectif est plus important que l'individu. Donc, une famille est capable de sacrifier un individu pour sauver la famille. Et un individu est capable de se sacrifier pour sauver sa famille. C'est là le démarrage du Et transgénérationnel. c'est ça. C'est la clé du transgénérationnel. Bon. Sauf que, c'est pour ça que j'ai écrit dans mon premier livre, tout ce qui n'est pas dit est répété. Si c'est pas dit, ça sera répété. C'est ça la loi transgénérationnelle. Alors là, s'il y a une expertise, c'est celle-là. Ouais. C'est que c'est une loi. Ouais. C'est-à-dire, il y a rien qui s'efface. Il y a rien qui part. Si dans une famille il y a quelque chose, autant parler. Et même les personnes peuvent être mises en question si elles ont fait des horreurs. Elles restent des humains, et moi je continue et je montre, par exemple, bon, il y a eu des choses avec mon grand-père, et dans le livre je raconte comment j'ai tenté inconsciemment de prendre ses qualités. C'est-à-dire que si on est dans une famille, c'est grâce aux vertus de cette famille, toutes les vertus. Maintenant, s'il y a des vices, il faut en parler. Mais si on n'en parle pas, ces vices vont se reproduire. C'est des règles. Donc tu es un adepte de toutes les vérités sont bonnes à dire? Oui, pas n'importe comment. Pas n'importe comment, même avec ses enfants. Il ne faut pas faire de nouveaux traumas en assénant des vérités qui seraient trop dures à ce moment-là. Mais il faut que ça se sache, quand il y a de l'inceste dans une famille, il faut lever le voile. On ne peut pas faire autrement. Mais si on cache, est-ce que tu ça le va pas aller. préconises pour soi ou pour le reste de la famille? D'abord pour soi. C'est pour ça que moi, je ne dis pas aux gens dénoncer ou pas. C'est votre affaire. C'est vous de quoi vous avez besoin. Hein, on dit il faut dénoncer, pas forcément. C'est de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin d'un procès, vous avez besoin ou pas. C'est de quoi la personne a besoin. D'abord elle. Et puis ensuite, pour ses descendants, c'est-à-dire après le reste de la famille, ils font comme ils veulent. Mais pour ses descendants, il faut parler. Parce que sinon, les descendants pourraient reprendre des affaires comme ça. Alors, il y a d'autres affaires. J'en ai beaucoup parlé des fantômes familiaux qui concernent pas forcément les violences sexuelles. Mais les violences sexuelles sont particulièrement transgénérationnelles et elles se répètent particulièrement. Donc, faut faire attention. Donc, autant parler. Et puis voilà. Comme les autres sujets, si vous avez un collaborateur dans votre famille en France pendant l'occupation allemande, bah, parlez-en. Ne le cachez pas. Ouais. Parce que ça va amener des affaires bizarres. Et ce qui est très intéressant également dans ton expertise, et moi je dis expertise parce que vraiment tu en as une, sont les enfants. Ben oui. Est-ce qu'on doit parler, et tu le dis d'ailleurs dans tes conférences, on peut parler même face aux petits? Oui, à tout le monde. Et on peut parler, et on peut même parler, je l'ai fait, à des nourrissons qui viennent de naître. C'est-à-dire que c'est autre chose qu'ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre des mots qui ont du sens, puis ils ont besoin d'entendre plein de choses. Bon. Et donc, il faut parler aux enfants, mais il faut pas leur faire... C'est-à-dire, par exemple, c'est pour ça que je suis psy et que je suis pour le travail personnel, quel que soit le mode. Je dis pas travailler, développement personnel, ce que vous voulez, mais c'est la méditation, ce que vous voulez. Le principe, c'est quoi? Le retour sur soi. Ça, j'aime beaucoup les Indiens, ils disent ça. Ils appellent ça. Il y a un mot chez les Algonquins, ils disent kiwe, ça veut dire rentre à la maison. Mais rentre à la maison, ça veut dire en toi. Reviens en toi un moment, quoi. Hein, souvent, il y a des gens comme ça, on a envie de leur dire c'est bon, là, arrête un peu, fais une pause, puis voilà. C'est ça une thérapie, c'est rentrer en soi et regarder et se dire non, mais c'est pareil pour la méditation, pour n'importe quoi. Il faut ce chemin-là. Sinon, bah, on vit, puis il y a jamais de retour sur soi. Puis là, on n'a pas de connexion et on commence à faire n'importe quoi. Bon, voilà. Donc, il faut faire ce retour-là. Et quand on va parler aux enfants, il vaut mieux avoir fait ce retour-là avant de leur parler. C'est ça que je veux dire. Hein, une mère qui a été violée, enfant, elle va pas dire tout d'un coup en larmes à son enfant, j'ai été violée. C'est horrible. C'est un nouveau traumatisme qu'elle crée. Mais elle va travailler pour diminuer son taux d'émotionnel pour pas faire d'agression à son enfant, que l'enfant sente que bah, ça a été travaillé. Et la plupart du temps, on entend souvent dans le reste de la famille dire à cette personne qui va oser dire
Qu'est-ce que tu avais Voilà, besoin qu'est-ce que d'aller tu avais, raconter ça? ben voilà, quoi. Et moi, je crois pas. Je crois vraiment que c'est comme ça qu'on va arrêter ces affaires-là. Et puis, c'est comme ça. Et en plus, allez, soyons sérieux. Y a-t-il beaucoup de familles réellement vertueuses? Je suis pas sûr. Hein, y en a-t-il? Alors, bien sûr, vous avez des familles qui diront comme, oh, moi, ma famille, c'est nickel, tout ça. Hein, une famille, c'est beaucoup de personnes. Dans l'ensemble de ces personnes, vous avez bien quelqu'un qui a fait quelque chose de travers. Donc déjà, pourquoi le cacher? C'est pas la peine. Il y a pas besoin. C'est-à-dire, c'est comme soi-même. Est-ce que c'est bien de cacher ses défauts? Pas forcément. On veut toujours paraître parfait. Bon. Il y a une nuance entre le fait de dire volontairement et le fait d'aller chercher cette vérité-là pour essayer de l'exorciser, si je puis C'est dire. vraiment pour l'exorciser parce qu'en plus, le transgénérationnel, c'est des répétitions. Donc c'est pour ça. C'est la cause. Première, elle est là. Faut pas que ça se répète. Et ça se répète toujours. C'est ce que je veux dire. J'ai observé. Alors c'est pareil. Est-ce que c'est une expertise ou pas? Mais avec le temps, je l'ai constaté tellement de fois et c'est cruel. C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments comme ça, surtout dans le domaine des violences sexuelles, où ça se répète aux mêmes âges et de façon étonnante. C'est-à-dire, ça arrive par l'extérieur, par exemple. Donc, on va veiller. Hein, je fais beaucoup d'émissions avec Brigitte Lahaye sur Sud Radio, où on reçoit que sur l'inceste. Bon, on reçoit des gens et j'ai souvenir là, c'était il y a 15 jours, là, on a fait une émission et il y a une femme qui nous raconte qu'elle a été abusée par son père quand elle était petite et puis elle avait tellement peur qu'elle surveillait son mari tout le temps. Elle disait, moi, j'avais peur que mon mari touche mes enfants tout le temps, tout le temps. Et elle s'est même pas aperçue. Elle nous l'a dit à l'antenne que pendant ce temps-là, son père a abusé de ses enfants. Elle a même pas fait attention à ça. C'est-à-dire, elle était obnubilée par son mari, pourvu qu'il touche pas mes enfants. Donc elle le surveillait 24 heures sur 24, elle le soupçonnait et tout. Et pendant toutes ces années, son propre père, lui, a commis, voilà. Donc c'est des répétitions. Il faut faire attention. Voilà. Et le transgénérationnel, on a souvent aussi tendance à faire un raccourci en se disant oui, mais transgénérationnel, c'est synonyme de 2, 3, 4, 5, 6 générations. Transgénérationnel, c'est une génération. C'est une génération. Déjà, c'est la base. La base, c'est une génération. Mais là, c'est facile, hein, c'est comme un emboîtement de poupées. Il y a une génération il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre. Mais une génération, c'est ça la base du transgénération. Quand on te lit et qu'on lit les monstruosités que tu as vécues, parce qu'il y a quand même eu des choses très très compliquées, d'abord te dire que tu tournes bien. Bah, j'essaye de m'en sortir. Tu t'en sors plutôt pas mal. J'essaye, ouais. Dans l'absolu. T'aurais pu mal tourner. Hein. Oui, mon frère a très mal tourné. Ton frère a très mal tourné. Il en a perdu la vie d'ailleurs. Ouais. Ouais, mon frère, bon, j'en sais rien. Alors après, je suis prudent. Il a eu la même chose que toi. Hein. Il a eu la même chose, mais en pire. Ouais. Et c'est pour ça que souvent, je me suis posé la question. C'est pour ça que j'ai du mal, moi, avec le concept de résilience. J'ai du mal avec ça. Parce que ça voudrait dire que si on n'a pas su, alors être résilient, qu'est-ce qui se passe? Bon. Et moi, je pense que c'est une question de place. C'est une question peut-être qui nous échappe. Mais je vois, par exemple, que mon frère lui-même m'a martyrisé, lui-même m'a abusé. Hein, et en même temps, il m'a protégé. Vous voyez, c'est jamais simple, ces histoires-là. Et inconsciemment ou consciemment, il m'a protégé quand on était petit. Et par exemple, quand on était en pension et qu'on était abusé, il a été prostitué et pas moi. Et donc, j'ai retrouvé en cauchemar tout ça, une scène notamment où j'entends ce qu'on fait à mon frère et j'entends une voix d'adulte qui dit pas lui, il est trop petit. Bon. Et quelque part, c'est sa façon de m'avoir protégé, rien que par sa présence. Bon. Et d'ailleurs, quand on était ado et tout, je faisais les mêmes conneries que lui, mais en moins. Et lui, par exemple, se piquait à l'héroïne et pas moi. Mais je prenais d'autres trucs. Mais j'étais toujours derrière, je le voyais à chaque fois faire des conneries, donc il me protégeait. Bon, voilà. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Je sais pas. Si je l'ai dit dans le livre, c'est l'amour de la vie. Je crois que j'aime la vie. J'aime la vie en tant que telle. La vie. Dans toutes ses manifestations. C'est beau. Je crois que c'est ça. Et ça, je peux pas le dire. Est-ce que c'est un sentiment artistique de la vie ou un truc? C'est beau, la vie, quoi. La vie, mais la vie belle est belle. C'est-à-dire, quand j'étais petit, je raconte beaucoup mon amour des fleurs. C'est beau. Mais les hommes, les femmes, c'est beau. Bon. Et c'est dommage. Chaque jour, j'entends toutes ces horreurs dans le monde. Je me dis que c'est dommage.
Quel gâchis. Parce que en soi, c'est une chance incroyable, cette vie. Tout. Hein, donc, je crois que c'est peut-être l'amour de la vie qui fait que je suis encore là, pour l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est que tu ne te considères pas comme un résilient. Ben non. C'est ça qui est Mais incroyable. non, parce que c'est désolé pour Cyrulnik, mais c'est pas mon concept, parce que ça voudrait dire que quoi, que ceux qui, je le répète, alors qu'est-ce qui se passe, ceux qui ne sont pas arrivés? Bah, ceux qui ne sont pas arrivés, c'est parce ils avaient pas la donne. Parce que je veux dire, des fois, on n'a pas la donne. C'est-à-dire, je ne sais pas à quoi ça appartient, mais sinon, il y aurait comme un jugement, et je peux pas juger les gens comme ça, et plus ça va, moins je peux les juger. C'est bête, on fait ce qu'on peut. Mais Oui, c'est bien vrai, sûr, bien et sûr. c'est cette phrase que j'ai mis dans le livre de mon père j'ai beaucoup parlé de cette phrase-là parce que mon père, je l'ai pas connu, et donc, je l'ai pas connu. Il était Il était militaire, militaire, parti en Asie, et c'est longtemps. ma mère qui l'a chassé, hein, c'est Mm. pas lui. Lui, il voulait rester avec ma mère. Ma mère lui a fait une arnaque, tout ça, puis elle l'a chassé, et puis je le vois plus. Alors, après, je le vois plus en particulier à cause de sa deuxième femme, et puis aussi à cause de plein de choses. Et donc, toute ma vie, je ne le verrai pas. Puis je vais être enfant caché, moi et mon frère, on est cachés. C'est-à-dire que ses propres enfants nous découvrent à l'âge de 15 ans, quoi. On n'existait pas avant. Bon. Et puis, 2 ans, c'est drôle, ça coïncide avec la naissance de ma petite fille. Et 2 ans avant la naissance de ma petite fille, sa deuxième femme décède, et à ce moment-là, on commence à se voir. Et il y a eu un moment vraiment pour moi qui est capital, c'est-à-dire, on était dans l'EHPAD et je revenais avec lui pour aller à sa chambre, et il marchait devant moi dans le couloir, il s'est retourné, il m'a pris dans les bras, il pleurait, et il m'a dit « Je t'aime, excuse-moi, je n'ai pas su ». Et moi, cette phrase encore, elle me fait des frissons. Bien sûr. Je n'ai pas su. Ben, c'est ça. Comment je peux le juger? Je peux le juger, c'est-à-dire que franchement, il y a des moments, il aurait pu mieux faire, mais il n'a pas su. Je trouve que cette phrase, elle n'est pas finie. Je m'explique. Quand il dit « je m'excuse parce que je n'ai pas su Ouais. », mais pas su quoi? Il n'a pas su du verbe savoir, ou il n'a pas Il n'a su pas dit le faire? reste, mais ça, lui demander de la parole, c'était évident. C'était pas du tout évident. Mais elle était suffisamment forte. Il y a un ami qui m'a dit dernièrement, lui, son père, avant de mourir, il a dit « j'ai fait tout ce qu'il fallait ». Et il est mort. Et il était très mal, mon ami. Il dit bah, « c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une phrase dure. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai pas su, c'est une faiblesse avouée qui libère. Moi, ça m'a libéré beaucoup. C'est tout est parti, toutes mes rancœurs, tous les trucs. Je dis bah ouais, t'as pas su. Et puis tu pleurais, et puis tu m'as dit ok, ça marche là. Et ça marche. Qu'est-ce que tu lui réponds quand il te dit ça? Je sais plus ce que j'ai répondu. Ça, franchement, j'avais trop d'émotions. Je ne sais pas si je lui ai répondu, mais voilà, on s'est pris dans les bras. Bien sûr. Et puis voilà, et puis je pouvais pas répondre non plus. Mais pour moi, c'était quelque chose qui était un cadeau. C'est un héritage, ça. C'est un héritage. Quand on entend des gens, comment de gens m'ont raconté que par exemple, ces personnes qui ne savaient pas qui était leur père, puis sur le lit de mort, ils allaient voir leur mère, ils disaient, voilà, maman, t'es en train de partir, là. Dis-moi. Quick, hop. Je dis pas. C'est pas un cadeau. C'est terrible. C'est terrible. Bien sûr. Hein, alors après, tout s'explique, pourquoi elle a fait ça, on peut comprendre plein de mécanismes et tout ça, mais c'est dur. Hein, là, c'est pas top, quoi. Ça veut dire que la psychanalyse t'a sauvé? Alors, est-ce que c'est la psychanalyse? Non. Il y a la psychanalyse parmi d'autres choses, mais pas que la psychanalyse. Moi, c'est les arts martiaux qui m'ont sauvé. J'ai eu un premier maître, c'est lui qui m'a vraiment sauvé. Et il l'a pensé. J'en parle dans le livre. Hein, c'était un maître de Vietnam, art martial vietnamien qui s'appelait Nguyen Duc Moc. Et il m'a sauvé. Et il a dit à des gens qui me l'ont répété des années après, le jour où il est mort, que quand il m'a vu, il s'est dit, ce gars-là, il est foutu, mais je vais essayer de le sauver. Parce que moi, je sortais de la drogue. Donc, quand je suis arrivé là-dedans, j'avais 17 ans, mais je m'étais défoncé plus. J'ai commencé à la drogue à 11 ans. Hein, donc, voilà, beaucoup de conneries, beaucoup de produits. Les conséquences de tout ce que tu vivais, évidemment. Voilà, et quand j'arrive, je veux me sauver. Par contre, ça, c'est important. Alors, on parlait de résilience. S'il y a quelque chose quand même, c'est que dans tout choix on a quand même des choix
Pas les enfants. Hein. Ça j'y tiens parce que ça, c'est mon cheval de bataille parce que même dans le milieu de la psy, c'est compliqué. On me reproche de penser qu'il n'y a pas de libre arbitre. Puisque le transgénérationnel, tout serait conditionné. Bon. Et j'ai eu notamment, il y avait un congrès international de psychologie à l'UNESCO, et puis je suis intervenu là-bas et on s'est fâché avec une dame là qui était fâchée après moi. Parce qu'elle a dit, mais avec vos histoires transgénérationnelles, où est le libre arbitre? Bon. Puis moi, je lui ai dit, vous connaissez le psychanalyste Winnicott quand il parle de la dépendance et de la grande dépendance. Et je lui dis, expliquez-moi quel est le libre arbitre d'un nourrisson. Vous connaissez, vous, c'est quoi le libre arbitre d'un nourrisson? Moi, j'ai eu des enfants. C'est juste de nous pourrir les oreilles. Hormis ça, il a aucun libre arbitre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi son libre arbitre? Vous le mettez là, puis il est là, puis vous le remettez dans l'autre pièce, puis il est là, il n'a pas de libre arbitre. S'il est sur la table allongée et que vous le laissez tomber, c'est quoi son libre arbitre? Ça va être quoi? Qu'est-ce qu'il fait face à ce traumatisme? Comment il s'en sort? Alors après, je dis, il a le libre arbitre du symptôme. Par exemple, il va peut-être crier, il va peut-être se taire à jamais. Là, il a un libre arbitre. Mais hormis ça, il n'y a pas de libre arbitre. Donc, c'est vraiment important, cette question-là. Mais quand on est adulte, ou on va dire à un certain âge, il y a un libre arbitre. C'est-à-dire, on a quand même deux choix. Quoi. Enfin, et moi, j'ai eu ça à un moment donné. J'étais au summum de la drogue et je raconte dans le livre, et j'ai eu un choix comme ça. Hein, et c'est grâce à une, comme quoi on a besoin des autres. C'est ma copine de l'époque, quoi. Elle pleurait, elle me regardait, elle pleurait. Et je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Oui, je dis, vas-y, parce que tu vas mourir. Bien sûr. Et ça m'a fait un truc. Elle te sauve. Elle me sauve. Je dis, parce que tu vas mourir, là. Et puis là, je me rappelle vraiment ce soir-là. Et j'ai vu deux chemins. Et à ce moment-là, les deux chemins, on peut aller à gauche ou à droite. Je me suis dit, je vais où? Il y a la vie et la mort. C'est pour ça que je pense qu'à ce moment-là, j'ai choisi j'ai dit, stop. J'arrête tout. Mais tout seul. Ça, c'est clair. C'est tout seul. Personne d'autre. Elle m'a juste dit ça, mais personne m'a dit ce que je devais faire. Et surtout pas mes parents. Et c'est terrible. Mais j'avais un beau-père à l'époque qui, après, m'a dit, t'es devenu chiant. Il n'a pas compris. Pourquoi? Parce que j'ai coupé mes cheveux, j'ai arrêté de voir les copains, j'ai arrêté de fumer, j'ai tout arrêté, j'ai repris mes études et j'ai dit, je vais m'en sortir. Bon, ouais. C'est ça, si c'est ça la résilience. Mais c'est parce qu'il y avait deux choix. Et j'aurais pu dire, allez, hop, je continue, puis hop, puis je prends un autre produit, puis, et puis voilà, bon. Et c'est à ce moment-là, pour revenir, où je rencontre ce maître d'art martial, et j'étais sur ce chemin, mais j'étais perdu. J'étais totalement perdu, j'étais plus dans mon corps, je savais plus quoi faire. Et il m'a aidé. Il a été dur. Il m'a dit, il faudra 10 ans pour nettoyer ton sang. C'était intéressant, ça. Et j'ai vu qu'il a fallu 10 ans pour que je devienne un peu plus normal et tout ça. Et puis, il m'a appris l'effort physique, la bonne santé, le truc. Donc, c'est le premier qui m'a sauvé. Puis après, d'autres gens m'ont sauvé, la psychanalyse aussi. Mais j'ai un maître de tai chi qui m'a sauvé aussi, après, avec qui je suis toujours en contact, qui vraiment m'a sauvé pour la dernière partie de ma vie. Je crois que lui est le plus important. Et puis, les Amérindiens aussi m'ont sauvé. Bon, il y a quand même des aides partout. C'est pour ça que si j'ai des conseils à donner des fois aux gens en tant que vieux, là, loupez pas vos rencontres. C'est-à-dire, hein, c'est les samouraïs qui disaient ça. Il y a un livre là sur les secrets des samouraïs. Et il disait, dans notre vie, on rencontre quoi? 4-5 personnes importantes, ne les loupez pas. Mais c'est bien vu, ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à ce moment-là, moi, en général, je regardais des gens, je dis, ah, celui-là, je vais me coller à lui parce que ça vaut le coup, là. Et puis, je voyais d'autres gens qui le fréquentaient, ils partaient ailleurs. Pour eux, ça leur parlait pas. Et moi, je me collais à cette personne, je me disais, ah, celle-là, elle va m'aider, celle-là, elle va m'aider. Donc, pouvoir me sauver. Voilà. Donc, on a besoin des autres, on a besoin de chemins comme ça. Et ce que j'ai mis dans le livre, c'est on a besoin de substituts de grands-parents. Voilà. Alors, il y a cette dimension transgénérationnelle, évidemment, quand tu es face à tes parents, tu as parlé de ton papa, de cette dernière phrase qu'il va te dire et qui va te permettre de le pardonner? Oui. Oui, parce qu'à ce moment-là, il me libère. Il me libère, il me donne la clé, quoi. C'est-à-dire, il va me libérer par sa faiblesse. Ta maman?
Ah, ma maman. qui est toujours en vie. Toujours en vie, qui Et a quand on perdu parle- la tête. Oui, parce qu'elle a Alzheimer, je crois. Hein. Ouais, C'est plus ça. ou moins. Enfin, je veux Plus dire, ou moins. ça fait depuis Mais- 6 ans, 7 ans. à peu près. Ce qui est assez incroyable, donc ta maman est toujours en vie, elle est dans cet EHPAD. Et quand on parle du transgénérationnel, ta maman aussi a eu des parents très compliqués. Bah oui. Donc tout ça est évidemment lié. Quand tu es face à cette maman qui visiblement n'a plus trop sa tête, qu'est-ce que tu Alors, c'est assez terrible. C'est fais? assez Qu'est-ce que terrible tu parce que je dis la vérité, c'est pas pour dire du mal, mais je dis la vérité. Et la vérité, bon, elle a pas été, mais elle me l'a dit. Les vertus de ma mère, c'est de m'avoir dit à un moment, de m'avoir dit la vérité. Par exemple, le jour où elle m'a dit, toi et ton frère, je vous voulais pas, si j'avais pu, je vous aurais supprimé. Eh ben, ça m'a libéré. Ça m'a pas fait du mal du La tout. violence. Mais non, ça m'a fait ça m'a fait du bien. Parce qu'on a besoin de connaître son histoire. Si elle m'avait dit, ça c'est de la vertu chez elle. Si elle m'avait dit, oh oui, gna, puis qu'en même temps, elle avait essayé de m'avorter, ça aurait été terrible. J'aurais bugué. Non, elle m'a donné ça, c'est clair. Ok, tu voulais pas que je sois là, ça marche. Je peux comprendre, bon voilà. Mais elle a été, bon, il y a eu des trucs assez terribles, avec des côtés cash. Et heureusement qu'elle m'a dit des choses. Il y a des trucs que j'ai été chercher, puis il y a des trucs qu'elle m'a dit. Et quand même, bon, nous, on est... Bon, c'est terrible, ma mère, mais la pauvre, moi, ce que j'ai toujours avec elle, c'est la pauvre. Parce que quand elle me dit, par exemple, on est en pension avec mon frère, on est violé dans la pension, et alors elle me dit, bah, beaucoup plus tard, elle me dit, bah, en fait, le week-end, vous pleuriez tellement que je me suis dit, bah, vaut mieux que je les laisse dans la pension. D'ailleurs, elle se disait, bah, s'ils pleurent avec moi, c'est qu'ils sont pas bien avec moi. Hein, c'est sa logique à elle. Elle s'est dit, donc, bah, je vais les laisser. Elle est plus venue nous chercher le week-end. Et est-ce que tu as cru ça, ce raisonnement-là? Ou c'était Non, quand elle me l'a dit, j'étais adulte. Oui, mais Quand j'étais adulte. Mais je le crois à un certain endroit. C'est ça qui est terrible. L'humain, c'est chacun est dans sa planète. Nous, on a des trucs et tout, mais les gens, chaque personne, elle a. Regardez on regarde dans les conflits, dans les trucs. Chacun a ses raisons. Alors après, il y a des choses objectives, mais quand même. Donc moi, je comprends son truc, mais c'est terrible en même temps. C'est terrible parce que ça veut dire qu'elle nous laisse, et c'est là que mon frère a été prostitué, puisque c'était open bar pour les abuseurs. On était là 24 heures sur 24, et le week-end, tout le monde allait chez eux, nous on restait là. Bon, c'est affreux. C'est un truc affreux. Même l'a dit. Si elle me l'avait pas dit, genre, il y a plein de trucs que je comprenais rien. Je savais même pas. Moi, j'étais amnésique, donc je savais même pas qu'elle me laissait le week-end là-bas. Je savais rien, quoi. Bon. Donc, parole encore une fois. Hein, même s'il y a des horreurs, des trucs, faut donner de la parole. Ça nous permet d'avoir la donne pour pouvoir. Bon, voilà. Et puis maintenant, bah, je vais voir ma mère. J'ai du mal à la voir parce que c'est terrible. Bon. Et c'est pour ça que j'ai dit, je suis prudent parce que voilà, je suis prudent, mais je sais qu'elle est abusée. Et je dis pas par qui. Je préfère pas dire par qui, mais j'ai mon idée qu'elle était abusée enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? 24 heures sur 24, elle fait ça. Elle est avec son corps, et puis hop, il y a le micro, pardon, désolé. Et elle fait ça avec. Ouais. Elle se débat. Elle est comme ça, puis elle nettoie son sexe, et puis elle est comme ça. 24 heures sur 24. C'est l'enfer. Elle est tombée en enfer, quoi. Et je lui ai dit l'autre fois. Alors, elle me comprend même pas, elle entend même plus, elle me reconnaît pas et tout. Mais je lui ai dit, tu sais, c'est terrible ce que c'est l'enfer ce que tu vis. C'est l'enfer sur terre. C'est pour ça que des fois, je me dis, l'enfer, c'est sur terre. Est-ce que tu penses que tes parents t'ont aimé? Alors, je crois, j'ai dit dans un livre qu'on aime toujours, mais qu'on ne sait pas aimer. Bon. Alors, est-ce qu'ils m'ont aimé? Bah, oui. Parce que ma mère, par exemple, là où elle pouvait encore parler, elle me reconnaissait plus depuis vraiment un sacré bout de temps, mais quand elle me voyait, elle me disait, ah, vous avez dû connaître mon fils, vous. Et vous avez été à l'école avec Bruno, hein. Et on discutait comme ça. Puis à un moment, elle me dit, il était là. Je dis, qui? Bruno, il était dans la pièce tout à l'heure. Bon, alors moi je rigolais, je dis, ouais, super. Bon, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'elle m'aimait quand même. Hein, mais elle pouvait pas m'aimer, c'est compliqué. Et pourquoi elle pouvait pas m'aimer? Parce qu'elle s'aimait pas. C'est là où moi j'essaye de pas lui en vouloir, même si elle aurait pu faire mieux. C'est pareil, on peut faire mieux. On n'a pas su, mais quand même on pourrait faire mieux. Hein. Mais elle ne s'aimait pas parce qu'on ne l'a pas aimé aussi. Parce qu'on lui a fait du mal, et peut-être qu'on l'a aimé en lui faisant du mal, parce qu'après il y a la folie humaine. On peut aimer et faire du mal, et pas se rendre compte qu'on détruit quelqu'un tout en l'aimant.
les féminicides, les gens, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je l'aimais trop, je l'ai tué. On peut pas dire qu'il l'aimait pas. Alors, il y a un endroit où il l'aimait pas, mais il s'aimait lui. Bon. Mais c'est un peu compliqué. Mais donc, elle, c'est pareil, elle s'aimait pas, donc elle aimait pas, elle aimait pas ses enfants parce qu'elle s'aimait pas. Mais moi, je dis la pauvre à chaque fois. J'ai dit, comment un être humain qui a un enfant, qu'est-ce qu'il perd à ne pas l'aimer? C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je dis la pauvre. C'est elle qui perd tout. Elle voulait pas reconnaître mes enfants, donc elle voulait jamais les reconnaître. Puis elle voulait pas être grand-mère non plus. Elle voulait rien. D'ailleurs, tu dis dans la phrase, elle dit cette phrase cruelle et coupante, qu'elle ne m'appelle jamais mamie en parlant. Oui. La seule phrase, elle dit qu'elle m'appelle. Bon, c'est qu'elle m'appelle jamais mamie. Puis c'est tout, rien d'autre, rien. Après, j'ai des enfants tard. J'ai encore des enfants jeunes. Elle me dit, mais t'es trop vieux. T'es bien trop vieux pour faire un enfant. Elle dit pas bravo, super, bienvenue à la vie. Non. Mais ça, c'est de la souffrance. C'est de la perte. C'est elle qui perd. C'est elle qui a perdu, et c'est pour ça que je suis triste pour elle. Je suis triste. Je suis pas triste pour moi. Et je me dis, je vais pas dire merci parce que je sais pas. Il y a quand même ce que le merci, c'est que ces paroles cachent. C'était très important. Il y avait pas de perversion là-dedans. Elle était pas perverse. Je connais des mères malheureusement perverses qui disent, par exemple, un truc et son contraire en même temps. Ça vous vrille le cerveau. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, je t'aime, par exemple, mais tu ne m'aimes pas. Ça vrille le cerveau. Parce qu'en fait, elle aime peut-être pas vraiment et tout. Ma mère, elle a dit, je vous voulais pas, point barre. Elle m'a jamais pris dans ses bras, rien. Mais j'ai pas de double message. Donc là, elle m'a pas rendu fou. Il faut se méfier des doubles messages. Dans les schémas familiaux, on a souvent entendu, et je pense que ça va parler à beaucoup de gens, on a souvent entendu des grands-parents qui n'aimaient pas nécessairement leurs enfants et qui s'en rendent compte à un certain moment et qui se disent, je vais pas refaire la même chose avec mes petits-enfants. Ouais. C'est très J'ai fréquent. pas su aimer mes enfants, mais donc je vais aimer exactement. mes petits-enfants. Même pas là, pour le coup. Là, même pas. Mais c'était clair. Là, c'était rien. Rien. Ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni... En fait, la maternité. Oui, c'est ça. Mais parce que je soutiens que tout simplement, elle était victime d'abus et que les abus, c'est des catastrophes incroyables dont on n'a pas mesuré l'ampleur. Parce que ça casse tout, quoi. Ça casse toute la féminité, toute la maternité, tout. Voilà. C'est ça que moi, j'ai besoin d'explications. Moi, je peux pas croire qu'une mère est mauvaise parce qu'elle est mauvaise, non, ou qu'elle est comme ça. Non, il y a une explication. Et quelque part, chez elle, il y avait quelque chose de l'ordre de la victime et que je comprends très bien. Et c'est pour ça que qu'est-ce que je peux dire? Comment je pourrais lui en vouloir? Est-ce que j'échangerais sa vie contre la mienne? Surtout pas. Surtout pas. Je sais pas ce que ça me réserve la suite. Mais elle, c'est l'enfer, là. C'est vraiment l'enfer. Je répète, ça me choque, ça, ce truc-là, quoi. Évidemment, ceux qui nous regardent vont se poser cette question. Tu es devenu père. Tu es devenu grand-père. Ouais. Évidemment, on se dit, est-ce que tu as eu peur de te dire, est-ce que je ne vais pas répercuter inconsciemment, oui. Pas consciemment. Tout ce que j'ai subi. Pas consciemment, mais inconsciemment, oui. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai commencé à faire des symptômes en devenant grand-père. Quand ma fille a été enceinte, j'ai commencé plein de symptômes. Tous mes abus sont revenus, les abus justement avec le grand-père. Beaucoup de choses sont revenues. Et je savais qu'inconsciemment, mais pas consciemment, il y avait la peur d'être celui qu'on a subi. Bon, mais quand on travaille un tant soit peu psychiquement, ça va bien. Mais sans parler du fait d'être grand-père, d'être père. Oui. Tu as eu cette même crainte ou appréhension? Non, peut-être plus d'être abandonnique. Peut-être que, mais j'avais pas la crainte d'abuser ou tout ça. J'ai été préservé de ça grâce à Dieu. Je sais pas comment dire, mais quel bonheur de pas avoir été abuseur. Peut-être un peu abandonnique. Je l'ai été parce que j'avais tellement été abandonné que ça c'était difficile à pas le faire. Et de toute façon, on fait plein d'erreurs. Enfin, moi je dis aux parents, arrêtez quoi. Faites le maximum, mais dites-vous bien que vous n'arriverez pas à tout faire. Vous allez faire plein d'erreurs. Et vos enfants vous les reprocheront. Il faudra les écouter. Tu sais, j'ai discuté avec quelqu'un que je citerai pas, mais qui un jour, on a des enfants, évidemment, et il y a toujours des relations qui sont plus ou moins simples. Et je me confiais un peu à cette personne en lui disant, j'ai peut-être pas été le père idéal pour ceci ou ceci, cela. Il m'a dit, tu sais, il faut arrêter d'être dans cette culpabilité. Tu as fait
ce que tu as pu, avec les moyens que tu avais et la maturité que tu avais à l'époque. Donc, arrête de te culpabiliser. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que la psychanalyse peut dire ça? Alors, ou est-ce que, bien sûr qu'il c'est faut trop arrêter. facile de Non, se dire ça? la culpabilité, c'est jamais intéressant. Enfin, c'est fondamental et pas toujours intéressant. C'est fondamental parce que il y aurait pas d'empathie s'il n'y avait pas de culpabilité. C'est-à-dire, l'autre, il faut pouvoir être coupable. C'est grave les gens qui sont pas capables de se sentir coupables. En même temps, il faut pas se laisser encombrer par la culpabilité. Donc, ça veut dire que les gens, que je veux dire, ok, on a été parents et c'est pas facile. Donc, c'est première des choses. Je l'ai dit au début, c'est pas facile d'être parent. Bon, après, il n'empêche qu'on aurait pu mieux faire. C'est tout ce que je veux dire. C'est qu'on peut faire mieux tous les jours. Hein, c'est pas parce que il faut pas non plus se retrancher de j'ai pas su faire, parce que là, on va faire toute notre vie, j'ai pas su faire. Non, on peut mieux faire tous les jours. Et ça, et on peut avoir des regrets en se disant j'aurais pu mieux faire. Moi, je regarde en arrière et quand je regarde avec mes enfants, il y a 1000 endroits où j'aurais pu vraiment mieux faire. Mais tu es en paix avec ça? J'essaie d'être en paix. Pourquoi? Parce que déjà je le reconnais, parce que je refais le film, et puis parce que je sais que la vie est compliquée, qu'on fait tellement d'erreurs que ça va. Je suis en paix avec ça, c'est tout. Mais je ne veux pas me laisser passer l'affaire en me disant non, c'est pas vrai. J'aurais pu mieux faire, et puis ça m'engage à aujourd'hui à mieux faire. C'est l'intérêt, c'est juste ça. C'est ce matin je me suis levé. Est-ce que je vais être un bon parent? J'étais avec mes enfants. Hein, je me suis levé, je me lève en même temps que mon fils, il se lève très tôt, on se lève. Et j'ai pensé à ça ce matin. J'ai pensé à ça, j'ai commencé à penser, accueille-le ce matin, par exemple. Hein, c'est des trucs tout bêtes, mais accueille-le. C'est des détails, mais je peux très bien, moi, être là, prendre mon café et puis grogner un truc. Bah, c'est déjà pas bien. C'est pas bien. Lui, il va au lycée comme ça, il a besoin d'un accueil. Je lui dis, voilà, ça va, tu veux quelque chose? Hein, la vie normale, enfin la bonne vie. Bon, donc on peut se corriger tous les jours. Et je peux moi me lever parce que j'ai fait un mauvais rêve, un cauchemar, et me lever, être grognon, prendre mon café, et dire ouais, ciao, voilà. Puis et lui, il est blessé peut-être. Donc on peut mieux faire tous les jours. Est-ce que tu penses être un meilleur grand-père qu'un père? Je sais pas si je vais être un bon grand-père. Hein. Je vais essayer de pas être un trop mauvais. Je suis très occupé déjà, donc j'ai du mal à voir ma petite fille, mais parce que j'ai une vie extrêmement chargée et mais j'ai eu une discussion avec ma fille là-dessus. C'est que j'ai aussi des jeunes enfants. Donc là, j'ai un problème de timing. Je peux pas sacrifier mes jeunes enfants bon. Et puis en plus, est-ce que tu en as envie? Mais j'en ai envie. J'adore ma petite fille, et plus elle grandit, elle a 2 ans et quelques, là, plus elle est formidable, et je sais, on va être ensemble pendant les vacances, tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai mis ça dans le livre. Être grand-parent, c'est une activité gratuite. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit, c'est du plus. Comment dire? Enfin, je sais pas comment j'ai dit ça. C'est pas nécessaire, mais c'est indispensable. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Bon, c'est-à-dire que c'est que du plaisir à ce moment-là. Il n'y a pas de charge. Donc, je veux pas avoir de charge. Et je pense que je serai un bon grand-père, on va voir, si je continue à être dans ce truc de plaisir. C'est-à-dire, mais il faut pas que ça soit une charge. Les enfants, c'est une charge. Pas les petits-enfants. Ça peut pas être une charge. C'est là où c'est bien. C'était l'observation de tout à l'heure. Est-ce que c'est bien de vieillir? Il y a des trucs super quand on vieillit. Et par exemple, d'être grands-parents, c'est plus simple que d'être parents. On donne que du bon. C'est sûr. Hein? Sûr. Mais les parents, on est obligé de mettre la loi, de faire les trucs, de fâcher. Et on peut s'autoriser plein de choses. Et on peut gâter les enfants. On peut faire plein de trucs. C'est vrai. Et c'est pareil d'être vieux, pour revenir à ça. Il y a des trucs super. Moi, par exemple, je suis arrivé dans un endroit où je suis très bien. Je suis avec ma femme, tout va bien et tout. Bon, j'ai pas besoin de séduire, par exemple. C'est chiant la vie jeune. On est toujours obligé de séduire. Plus besoin. J'ai plus besoin d'être beau, d'être tout ça. J'ai des endroits, je m'en fous, c'est fini. Et ça, c'est une liberté. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une pression quand on est jeune. On doit assurer l'affaire, on doit être séduisant, on doit, je sais pas, toujours assurer. Il y a des trucs on peut lâcher, c'est pas grave. Même si certains vont te dire que cet amour-là, il faut toujours l'entretenir. Et mais il faut toujours bien sûr qu'il faut l'entretenir. D'être le jeune premier que nous étions. Voilà, mais on l'entretient avec de la vérité. C'est-à-dire que si on vieillit bien, c'est la vérité qui vient. C'est plus
c'est une phrase que j'ai entendue l'autre fois dans l'émission avec Brigitte Lahaye. Elle disait, c'est quelqu'un qui a écrit ça, mais c'est un auteur connu, mais je ne sais plus son nom, mais il disait vieillir, c'est se voir par l'intérieur. Et c'est une belle phrase. C'est se voir par l'intérieur. Avant, on est obligé de se voir par l'extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens nous renvoient de nous? Il y a un endroit. Hein, par exemple, je sais pas, moi, je suis très content par rapport à la séduction. C'est-à-dire, comme j'ai plus aucune illusion de séduction, c'est très facile le rapport avec les femmes maintenant. Il n'y a pas d'ambiguïté pour moi. Bien sûr, bien sûr. Il n'y en a aucune. Bien sûr, bien sûr. Puis si elles veulent m'appeler Pépé, elles m'appellent Pépé, on s'en fout, c'est super. Je vais pas me prendre la tête. Je cherche rien, je veux rien. C'est-à-dire, tout va bien. Ouais. Hein, avant, il faut waouh. C'est vrai, c'est vrai. Et challenge tout le temps. Déjà, c'est apaisant, ça. Ah bah c'est apaisant. Ouais, c'est sûr, il y a des trucs. C'est sûr. Une dernière question, parce que vraiment, c'est tellement passionnant, Bruno, de t'avoir ici, et je te remercie encore une fois de te dévoiler aussi de cette manière-là. D'abord, je trouve que tu parles assez facilement de tout ça. Hein. Peut-être, ouais. Et même quand on te lit, évidemment, sans retenue. Ben pourquoi? Je sais pas, par pourquoi pudeur, peut-être, ouais. par honte, peut-être tout ça, non. Non, parce que il y a, comment dire, il y a un moment, et c'est ça peut-être la vieillesse, il y a un moment, à force, il y a un chemin de vérité. Ce que j'appelle ça le chemin de vérité. C'est-à-dire, il y a un moment donné, surtout quand j'ai beaucoup travaillé la question du mensonge en moi et tout. Et puis, au bout d'un moment, on se ment surtout à soi-même. Bon. Et puis, quand on arrive à limiter le mensonge à soi-même, on arrive dans une certaine vérité. Et quand on est dans une certaine vérité, c'est une sorte de grâce. Et à ce moment-là, il n'y a plus de filtre. Mais c'est pas le fait qu'il n'y a plus de filtre, on ferait n'importe quoi. C'est qu'on devient vrai. Donc moi, j'essaye à ce moment-là d'être le plus vrai possible. Donc je raconte des horreurs, je raconte des trucs, je raconte mes défauts. Et puis c'est une vue de l'humain. Il y a des fois des gens qui me disent t'es humble parce que je parle de mes défauts et de mes conneries et tout ça. Mais je dis non, je suis pas humble, je suis un peu intelligent. C'est-à-dire l'ego, par exemple. Hein, on dit faut supprimer l'ego, mais on s'en fout de l'ego. C'est-à-dire quand on vieillit, par exemple, l'ego explose. Si on est intelligent, si on s'arc-boute sur l'ego, bah, ça fait des destins difficiles. On le voit. Hein, moi, je sais pas. J'ai pensé par exemple à Alain Delon. C'était dur les dernières années parce que il y en avait un là, Alain Delon d'un côté, puis de l'autre côté, il y en a un qui est en robe de chambre. On le voit dans Paris Match. Il suce les fraises. Il est plus là. C'est fini. Le beau gosse. Il est plus là. On fait comment avec ça, hein, il s'arc-boute. Bon, mais là on lâche. On lâche, donc on arrive à un endroit de vérité. Il n'y a plus besoin de se cacher derrière ci ou derrière ça. Et puis l'ego, quand on approche justement de la mort, quand il y a la vieillesse et tout, l'ego, si on est malin, on le laisse tomber. On le laisse tomber dans le sens où on voit que ça sert à rien. Ça sert à rien de l'ego. On est qui on est, comme on est, et tous pareil, et ça va très bien. À quoi ça sert? C'est un truc en plus qui sert à rien. Hein, il y a une phrase, c'est un mystique qui disait ça. Il disait, un mystique chrétien. Et j'ai oublié son nom, mais il disait, c'est une très belle phrase, l'ego, le problème de l'ego, c'est que ça m'empêche, j'enlève l'ego parce que ça me laisse de la place pour Dieu. Il dit, sinon l'ego fait que Dieu ne peut pas rentrer en moi. C'est dans le sens où ça prend de la place. Hein, quand on enlève l'ego, il y a autre chose qui arrive, qui est meilleur. Voilà. Tu as l'âge de la sagesse. Je sais pas. Non. La sagesse de l'âge. Ah, c'est compliqué parce que la sagesse, ça voudrait dire qu'on l'a et tout, et on est vraiment des crétins. Mais je veux dire, non mais attends, s'il faut finir là-dessus, c'est l'humanité, ça va pas. Non mais c'est sûr. Ça va pas. Donc, il faut arrêter de dire qu'on est sage. On est très 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 loin de la sagesse, tous. Donc, peut-être je suis sur un chemin qui voudrait arriver là, mais on n'y est pas. Je suis pas sage tous les matins. Je suis pas sage. Hein. Franchement, je suis pas fier des fois, quoi. Hier matin, je me suis dit, j'étais en pétard, j'avais perdu un objet, voilà, c'était mes écouteurs, j'y tenais vachement. Et il y a un réflexe à l'intérieur, je commençais à accuser toute la famille dans ma tête. Bon. Et j'ai passé, mais comme je me contrôle, j'ai dit, Bruno, t'arrêtes, emmerde personne. Bon. C'est ton problème. Mais c'est ton problème. Mais il y avait un truc là. C'est ça. Il n'y a plus de sagesse là. Il y a plus de sagesse. Mais qui m'a encore caché? Puis évidemment, 3 heures après, je le retrouve là où je l'avais mis. Hein, mais j'étais prêt à aller accuser tout le monde. Donc la sagesse, elle part vite en éclats, quoi. Ouais.
Avec évidemment tous ces ouvrages, tout ce travail sur le transgénérationnel, tous ces patients que tu as pu recevoir, est-ce que tu peux dire ou considérer que dans quelques années, on dira justement que tu étais un bon ancêtre? J'en sais rien. C'est mes enfants d'abord qui vont le dire. C'est les petits-enfants qui vont le dire. C'est les gens. Et c'est pour ça que j'ai mis dans ce livre devenir. J'ai pas dit être parce que on tend vers, mais c'est pas gagné. Il y a plein de choses, c'est pas gagné, quoi. Hein. Il va falloir bien vieillir, s'il y a la maladie, bien gérer, s'il y a la mort, bien partir. Et c'est pas gagné. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup le bouddhisme. Hein, et, le Dalai Lama, c'est marrant, il a écrit, il se prépare à mourir. Hein, et ben, il a écrit. J'ai lu des textes de lui et il dit, je sais pas si je vais y arriver. C'est difficile et tout. C'est quand même le Dalai Lama. C'est sa sainteté et tout. Et il dit, je suis pas sûr de. Il dit, je me prépare, mais j'ai l'impression que je vais rater, quoi. Bon, voilà. Si c'est l'humilité, elle est là, quoi. Donc, en tout cas, est-ce que tu auras considéré avoir fait le job par rapport à ce que tu as vécu, ce que tu as transmis? C'est-à-dire, le job, c'est chacun de nous. Alors là, ici, il y a un truc, c'est qu'est-ce qu'on est tous venus faire. Et je pense que le bonheur, c'est de faire pourquoi tu es venu ici sur Terre. Et pourquoi de bien pour toi et les autres. Que ça soit cordonnier, vendeur, paysan, ce qu'on veut. C'est qu'est-ce que tu as fait de bien pour toi et l'humanité dans ton petit passage sur Terre. Et c'est ça le bonheur. Donc là-dessus, je suis sur un chemin où j'ai fait un peu de bien et je suis content de ça. Voilà, ça suffit, quoi. Quand on parle de transgénérationnel, on dit souvent il faut casser la chaîne. Et c'est casser la chaîne. Et tu as cassé cette chaîne? Je pense. Je l'ai cassée, mais le problème, c'est pareil, il faut pas être trop prétentieux ou gourmand en se disant on va pas guérir toute la famille, mais j'essaye de mettre une colonne là de moi, de mes enfants et des petits-enfants plus saine, et notamment par la parole, pour pas que ça revienne, comme l'histoire. C'est pour ça que c'est comme dans la société, l'histoire c'est capital. Faut pas supprimer l'histoire. Faut jamais, faut qu'on garde le nazisme, les informations sur le nazisme, sur les camps de concentration, que jamais ça puisse se reproduire, sur tout ce qui même en ce moment qui va pas, qui est horrible et qui va faire du transgénérationnel collectif terrible. Hein, des guerres amènent des guerres, qu'amènent des guerres, on voit bien. Mais avoir des modèles pour qu'on puisse arrêter ça. Il faut arrêter ces chaînes négatives, c'est pas bon, quoi. Bon, en tout cas, t'es un grand papa. Ouais, voilà, je vais essayer d'être un grand papa. Rock'n'roll. Correct. Ouais. Voilà. Chez Payot, devenir un bon ancêtre transgénérationnel et grands-parents, très très bel ouvrage. Encore une fois, merci, il faut s'y préparer aussi à la lecture. Peut-être, oui, j'ai mis un avertissement en disant si vous avez des âmes sensibles. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est effectivement. Mais c'est ton histoire. Et les gens qui m'ont dit qu'ils vont l'offrir à Noël, j'ai dit super, allez-y. Sous le sapin, pourquoi pas. Il y a des sapins. Tiens, je t'offre ça. Ça sent le message quand même, au passage. Merci infiniment, Bruno. Merci beaucoup. Merci comme d'habitude. Et je pense qu'on aura l'occasion d'apprécier Bruno en conférence parce que j'ai très envie de retourner sur les routes et de vous proposer son expertise. Il y a vraiment, vraiment des choses incroyables. Et notamment, au travers des schémas d'enfants. Oui, des enfants, c'est fabuleux. Les enfants extraordinaires. Fabuleux. Le monde, incroyable. Le monde des dessins d'enfants et tout ça. Les histoires que tu racontes au travers de ces enfants qui viennent et surtout de cette espèce de métamorphose qu'il peut y avoir à partir du moment où tu as pointé du doigt. Oui, à partir de la problématique, avec les parents notamment. Ouais. J'ai eu ça hier. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. C'est pour un enfant que j'ai reçu il y a 4 ans. J'avais complètement oublié. Elle m'a dit que l'enfant a été guéri en une séance, on avait pointé un truc. C'est fabuleux, les enfants. Ouais, c'est extraordinaire. Bon. Merci infiniment, Bruno. Ouais, merci beaucoup. Vous commentez, je sais que ça va l'être. Vous partagez comme toujours et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.